7. Explication de Lysia. Les visites périodiques de Clarencio se poursuivirent tout comme l'attention journalière de Lysia. Au fur et à mesure que je cherchais à m'habituer à mes nouveaux devoirs, des sensations de soulagement soulageaient mon cœur. Les douleurs diminuaient et ma locomotion redevenait de plus en plus facile. Mais je remarquais que les souvenirs plus forts des phénomènes physiques me plongeaient dans l'angoisse, la crainte de l'inconnu et la tristesse de l'inadaptation. Malgré tout, je gagnais intérieurement en assurance. Je me réjouissais, à présent, dans la contemplation des vastes horizons, penchés aux larges fenêtres. C'est avant tout l'aspect de la nature qui m'impressionnait. Presque tout était une copie améliorée de la terre. Les couleurs plus harmonieuses, les substances plus délicates. Le sol était recouvert de végétation, grands arbres, vergers croulant sous les fruits et jardins agréables. Au loin se dessinaient des montagnes couronnées de lumière continuant la plaine où était située la colonie. Tout semblait être cultivé avec soin. À courte distance, de gracieux édifices se dressaient, s'alignant à espaces réguliers, affichant les plus diverses formes. Tous avaient leur entrée fleurie et quelques petites maisons se détachaient des autres bâtisses. Entourés de murs couverts de lierre où des roses différentes avaient éclos, ici et là, embellissant le vert aux multiples chatoiements. Des oiseaux au plumage coloré planaient dans les airs et, de temps à autre, venaient se poser en groupe sur des tours d'un blanc éclatant qui se dressaient de manière rectiligne, faisant penser à de gigantesques lys s'élevant vers les cieux. Depuis les grandes fenêtres, j'observais, curieux, le mouvement du parc. Hautement surpris, je voyais des animaux domestiques au milieu des longues rangées d'arbres feuillus qui s'étendaient jusqu'à ses limites. Durant mes luttes intérieures, je me perdais en questions de toutes sortes. Je ne parvenais pas à réaliser le nombre incroyable des formes analogues à celles de la planète, compte tenu du fait que je me trouvais dans une sphère à proprement parler spirituelle. Lysia, l'aimable compagnon de tous les jours, ne rechignait pas à donner des explications. La mort du corps ne conduit pas l'homme à des situations miraculeuses, avait-il dit. Tout processus évolutif implique une gradation. Il y a de multiples régions pour les désincarnés comme il existe d'innombrables et surprenants plans pour les êtres enveloppés dans la chair terrestre. Âme et sentiments, formes et choses, obéissent à des principes de développement naturel et à une hiérarchie juste. J'étais toutefois préoccupé car depuis les nombreuses semaines que je demeurais ici, dans ce centre hospitalier, je n'avais reçu la visite d'aucune personne que j'avais connue sur la Terre. Finalement, je n'avais pas été la seule personne à devoir déchiffrer l'énigme de la tombe. Mes parents avaient entrepris avant moi le grand voyage. Plusieurs amis d'une autre époque m'avaient précédé. Alors pourquoi ne venaient-ils pas dans cette chambre de malade spirituel, apporter un peu de réconfort à mon cœur douloureux? Quelques instants de consolation seraient suffisants. Un jour, ne pouvant plus me contenir, je demandai à mon ami si attentionné. Mon cher Lysia, penses-tu qu'une rencontre soit possible, ici, avec ceux qui nous ont devancés dans la mort du corps physique? Pourquoi ne le serait-ce pas? Te crois-tu oublié? Oui. Pourquoi ne me rend-il pas visite? Sur Terre, j'ai toujours compté avec l'abnégation maternelle. Mais jusqu'à présent, ma mère n'a pas donné signe de vie. Mon père aussi a fait le grand voyage, 3 ans avant mon trépas. Je te ferai remarquer, dit Lysia, que ta mère t'a aidé jour et nuit, depuis la crise qui a précédé ta venue. Quand tu étais alitée afin d'abandonner le cocon terrestre, l'attention maternelle à ton égard a redoublé. Tu ne sais peut-être pas que tu es demeuré plus de 8 ans dans les sphères inférieures. Elle n'a jamais baissé les bras, intercédant de nombreuses fois à nos solars, en ta faveur. Elle a fait appel aux bonnes grâces de Clarencio qui commença à te rendre visite fréquemment, jusqu'à ce que le vaniteux médecin de la terre s'écarte un peu afin que surgisse le Fils du ciel. Comprends-tu? Jean avait les larmes aux yeux. J'ignorais le nombre d'années qui me séparaient de la glèbe terrestre. Je souhaitais connaître les mesures de protection imperceptibles, mais je n'y parvins pas, mes cordes vocales ayant été engourdies par le nœud des larmes retenues dans le cœur. Le jour où tu as prié du fond de ton âme, poursuivit mon visiteur, quand tu as compris que tout l'univers appartient au Père sublime, tes pleurs étaient différents. Ne sais-tu pas qu'il y a les pluies qui détruisent et les pluies qui créent? Il en va de même des larmes. Il est logique que le Seigneur n'attende pas nos prières pour nous aimer, cependant, il est indispensable que nous nous placions en situation de recevoir afin de comprendre son infinie bonté. Un miroir noirci ne réfléchit pas la lumière.
De la même manière, le Père n'a pas besoin de nos pénitences, mais reconnaissons que les pénitences nous rendent un très grand service. Tu comprends ? Clarencio n'eut aucune difficulté à te localiser, répondant aux appels de ta douce mère de la terre, pourtant, tu as pris beaucoup de temps pour rencontrer Clarencio. Et quand elle a su que tu avais déchiré les voiles obscurs à l'aide de la prière, elle a pleuré de joie, selon ce que l'on m'a raconté. Et où se trouve ma mère ? M'exclamai-je, finalement. Si cela m'est permis, j'aimerais la voir, l'embrasser, m'agenouiller à ses pieds. Elle ne vit pas à Nosolar, m'informa Lysia, elle habite des sphères plus élevées où elle ne travaille pas que pour toi. Observant mon désappointement, il ajouta fraternellement. Elle viendra te voir, c'est sûr, bien avant que tu ne le penses. Quand quelqu'un désire quelque chose ardemment, il se trouve déjà sur le chemin de la réalisation. Tu as sur ce point la leçon de ton propre cas. Pendant des années, lentement, tu as hébergé la peur, les tristesses et les désillusions, mais quand tu as mentalisé fermement la nécessité de recevoir l'aide divine, tu as étendu le niveau vibratoire de ton esprit et tu as trouvé la vision et le secours. Les yeux brillants, encouragés par les précisions reçues, je m'exclamai, résolu. Alors je souhaite, de toutes mes forces, qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Lysia sourit avec intelligence et, comme celui qui veut mettre en garde, généreux, il dit au moment de prendre congé. Il convient malgré tout de ne pas oublier que la réalisation noble exige 3 conditions fondamentales, à savoir: premièrement, désirer, deuxièmement, savoir désirer, troisièmement, mériter ou, en d'autres mots, volonté active, travail persistant et mérite. Le visiteur gagna la porte de sortie, souriant, pendant que je restais silencieux, méditant sur l'immense programme formulé en si peu de mots. 8. Organisation de service. Après plusieurs semaines de traitement actif, je sortis pour la première fois en compagnie de Lysia. Le spectacle des rues m'impressionna. Vaste avenue décorée d'arbres feuillus, air pur, atmosphère de profonde tranquillité spirituelle. Et malgré cela, il n'y avait pas le moindre signe d'inertie ou d'oisiveté car les voies publiques étaient bondées. De nombreuses entités allaient et venaient. Quelques-unes semblaient avoir l'esprit en des lieux lointains, mais d'autres m'adressaient des regards accueillants. Mon compagnon s'était chargé de m'orienter face aux surprises qui surgissaient sans interruption. Percevant mes conjectures intérieures, il me dit, serviable. Nous nous trouvons dans le secteur du ministère de l'Aide. Tout ce que nous voyons, édifices, maisons résidentielles, représente des institutions et abris adéquats pour le travail de notre juridiction. Orienteurs, ouvriers et autres fonctionnaires du ministère résident ici. Dans cette zone, on s'occupe de malades. On écoute les demandes. Sélectionne les prières. On prépare les réincarnations terrestres. On organise des équipes de secours destinées aux habitants du seuil ou à ceux qui pleurent sur terre. On étudie des solutions pour tous les processus qui sont liés à la souffrance. Alors il y a, à Nosolar, un ministère de l'aide. Demandai-je. Qu'y a-t-il d'étonnant ? Nos services sont répartis dans une organisation qui se perfectionne de jour en jour sous l'orientation de ceux qui président à nos destins. Fixant sur moi des yeux lucides, il poursuivit. N'as-tu pas vu, dans la pratique de la prière, notre gouverneur spirituel entouré de 72 collaborateurs? Eh bien, ce sont les ministres de Nosolar. La colonie, qui est essentiellement de travail et de réalisation, se divise en 6 ministères, chacun dirigé par 12 ministres. Nous avons le ministère de la régénération, de l'aide, de la communication, de l'éclaircissement, de l'élévation et de l'union divine. Les 4 premiers nous rapprochent des sphères terrestres, les 2 derniers nous relient au plan supérieur, étant donné que notre ville spirituelle est une zone de transition. Les services les plus lourds se trouvent dans le ministère de la régénération, les plus subtils dans celui de l'union divine. Clarencio, notre chef et ami, est un des ministres de l'aide. Profitant d'une pause dans la conversation, je me suis exclamé, ému. Oh! Je n'avais jamais imaginé la possibilité d'organisation aussi complète après la mort du corps physique. Oui, répondit Lysia, le voile de l'illusion est très dense dans les cercles de la chair. L'homme vulgaire ignore que toute manifestation d'ordre, dans le monde, vient du plan supérieur. La nature sauvage se transforme en jardin quand elle est orientée par l'esprit de l'homme. Et la pensée humaine, sauvage chez l'être primitif,
se transforme en potentiel créateur quand elle est inspirée par les esprits qui fonctionnent dans les sphères les plus hautes. Aucune organisation utile ne se matérialise à la surface terrestre sans que les idées initiales ne partent d'en haut. Mais, nos solars auraient donc une histoire comme les grandes villes de la planète. Bien entendu, les plans voisins de la sphère terrestre possèdent également une nature spécifique. Nos solars est une ancienne colonie de Portugais qui se sont désincarnés au Brésil durant le XVe siècle. La lutte fut grande et épuisante selon ce qui est rapporté dans nos archives du ministère de l'éclaircissement. Il y a des substances lourdes dans les zones invisibles de la Terre, tout comme dans les régions caractérisées par la matière grossière. Ici aussi, le potentiel inférieur possède des étendues énormes, comme il y a, sur la planète, de grandes régions de nature rude et sauvage. Les travaux initiaux furent décourageants, même pour les esprits forts. Où s'assemblent aujourd'hui des vibrations délicates et nobles. Des édifices finement ouvragés, se mélangeaient les notes primitives des êtres sylvicoles du pays et les constructions enfantines de leurs esprits rudimentaires. Mais les fondateurs ne perdirent pas espoir. Ils poursuivirent l'ouvrage, recopiant l'effort des Européens qui arrivaient à la sphère matérielle. À la seule différence que de leur côté, on employait la violence, la guerre, l'esclavagisme, alors qu'ici, on employait le travail persévérant, la solidarité fraternelle, l'amour spirituel. À cet instant, nous atteignîmes une place entourée de jardins merveilleux et grands. En son centre se dressait un palais à l'éblouissante beauté où s'imbriquaient d'imposantes tours qui se perdaient dans les cieux. Les fondateurs de la colonie commencèrent leur effort en partant d'ici, où se trouve le siège du gouvernement, m'informa mon guide. Indiquant le palais, il continua. Nous avons sur cette place le point de convergence des 6 ministères auxquels je me suis référé. Tous partent du siège du gouvernement et s'étendent en forme triangulaire. Respectueux, il dit. C'est ici que vit notre dévoué orienteur. Dans les travaux administratifs, il emploie la collaboration de 3000 fonctionnaires, cela dit, il est le plus infatigable et le plus fidèle de tous les travailleurs. Nous tous réunis, nous ne pourrions rivaliser avec lui. Les ministres ont l'habitude de voyager en d'autres sphères. Rénovant leurs énergies et valorisant leurs connaissances, nous jouissons de nos divertissements habituels, mais le gouverneur ne dispose jamais de temps pour ce genre d'activité. Il tient à ce que nous nous reposions, nous oblige à prendre des vacances pendant que lui ne se repose jamais, même pendant le temps consacré aux heures de sommeil. Il me semble que sa gloire se trouve dans le service continuel. Il suffit de rappeler que je suis ici depuis 40 ans et, à l'exception des assemblées liées aux prières collectives, je l'ai rarement vu prendre part à des festivités publiques. Sa pensée englobe pourtant tous les cercles de travail, toute chose et toute personne bénéficie de sa tendre assistance. Après une longue pause, mon ami infirmier ajouta. Il y a peu, nous commémorions le 114e anniversaire de sa brillante direction. Lysia se tut et s'inclina, pris d'émotion, pendant qu'à ses côtés je contemplais, respectueux et extasié, les tours merveilleuses qui semblaient fendre le firmament. 9. Problème d'alimentation. Transporté par la vision de ces jardins fantastiques, je fis part à l'infirmier dévoué de ma volonté de me reposer quelques instants sur un banc, tout près. Lysia accepta de bon cœur. Une agréable sensation de paix m'envahit. L'esprit. De raffinés jets d'eau colorés zigzaguaient dans les airs, formant des figures enchanteresses. Quiconque observe cette immense ruche clé travail, dis-je, est amené à se poser de nombreuses questions. Et l'approvisionnement. Je n'ai pas eu d'informations sur un éventuel ministère de l'économie. Autrefois, expliqua mon patient interlocuteur, les services de cette nature occupaient une place plus importante. Mais le gouverneur actuel exprima la volonté de réduire, oui, les manifestations qui nous rappelaient les phénomènes purement matériels. Les activités de ravitaillement l'eurent ainsi réduites à un simple travail de distribution sous le contrôle direct du gouvernement. D'ailleurs, cette décision a constitué une mesure des plus bénéfiques. Les annales racontent que la colonie, il y a un siècle, luttait avec d'extrêmes difficultés pour adapter les habitants aux lois de la simplicité. De nombreux nouveaux venus à nos solars multipliaient les exigences, voulant des tables abondantes et des boissons excitantes, stimulant les anciens vices terrestres. Seul le ministère de l'Union divine resta immunisé face à de tels abus, grâce aux caractéristiques qui lui sont propres alors que les autres étaient surchargés de problèmes angoissants. Cependant, le gouverneur actuel n'économisa pas ses efforts.
dès qu'il assuma ses obligations administratives, il adopta des mesures justes. D'anciens missionnaires d'ici me mirent au fait de curieux événements. Ils me dirent qu'à la demande du gouvernement, 200 instructeurs vinrent d'une sphère très élevée afin de diffuser de nouvelles connaissances concernant la science de la respiration et de l'absorption des principes vitaux de l'atmosphère. De nombreuses assemblées furent organisées. Quelques-uns des collaborateurs de Nos Solar se déclarèrent opposés à tout cela, alléguant que la ville est de transition et qu'il ne serait ni juste ni possible de déshabituer immédiatement les hommes désincarnés selon de telles exigences, sans un grave danger pour leurs organisations spirituelles. Mais malgré tout, le gouverneur ne se découragea pas. Ils procédèrent à des réunions, des activités et prirent des mesures durant 30 ans. Quelques entités éminentes en vinrent à formuler des protestations publiquement, se plaignant. À plus de 10 reprises, le ministère de l'Aide s'est vu débordé par le nombre des malades, victimes du nouveau système d'alimentation déficient. Pendant ces périodes, les opposants à la réduction alimentaire multiplièrent les accusations. Mais le gouverneur n'a jamais puni qui que ce soit. Il convoquait les adversaires de sa politique au palace et leur exposait paternellement les projets et finalités du régime. Il mettait en relief la supériorité des méthodes de spiritualisation. Permettait la réalisation, pour les plus rebelles des adversaires du nouveau processus, d'excursions d'études dans les plans plus élevés que le nôtre, gagnant ainsi un nombre croissant d'adeptes. Profitant d'une pause plus longue, je lui demandai, intéressé. Continue, mon cher Lysia, s'il te plaît. Comment cette lutte édifiante s'est-elle terminée ? Après 21 ans de persévérantes démonstrations à l'initiative du gouvernement, le ministère de l'Élévation adhéra au projet et se mit à ne faire venir que l'indispensable. Il n'en fut pas de même avec le ministère de l'Éclaircissement qui mit beaucoup de temps à remplir ses engagements en raison des nombreux esprits dédiés aux sciences mathématiques qui y travaillaient. Il s'agissait des adversaires les plus entêtés. Habitués aux protéines et aux carbohydrates, indispensables pour les véhicules physiques, il ne cédait pas un pouce de terrain dans les conceptions correspondantes d'ici. Hebdomadairement, il faisait parvenir au gouverneur de longues observations et mises en garde, pleines d'analyses et de chiffres, atteignant, parfois, l'imprudence. Le vieux gouverneur, malgré tout cela, n'a jamais agi de manière isolée. Il a requis l'assistance des nobles mentors qui nous orientaient à travers le ministère de l'Union divine, et ne laissa jamais le moindre bulletin d'information sans un examen minutieux. Pendant que les scientifiques argumentaient et que le gouvernement temporisait, de dangereuses perturbations se formèrent dans l'ancien département de la régénération, aujourd'hui transformé en ministère. Encouragés par la rébellion des coopérats lors de l'éclaircissement, les esprits les moins élevés qui avaient été recueillis ici se livrèrent à de condamnables manifestations. Tout cela provoqua d'énormes scissions au sein des organismes collectifs de Nos Solar, rendant possible un périlleux assaut des multitudes obscures du seuil qui tentèrent d'envahir la ville. Profitant de brèches dans le service de régénération où un grand nombre de collaborateurs entretenaient un certain échange clandestin, en raison des vices de l'alimentation. L'alarme donnée, le gouverneur ne se départit pas de son calme. De terribles menaces planaient sur tout le monde, mais lui alla demander audience au ministère de l'Union divine. Après avoir écouté notre plus haut conseil, il fit fermer, provisoirement, le ministère de la Communication. Décida de la mise en service de toutes les prisons souterraines de la régénération afin d'isoler les éléments récalcitrants. Il adressa un avertissement au ministère de l'Éclaircissement, dont il avait supporté les impertinences pendant plus de 30 ans. Il interdit temporairement les aides dans les régions inférieures et, pour la première fois de son administration, il fit mettre sous tension les batteries électriques des murailles de la cité pour procéder à des tirs magnétiques au profit de la défense générale. Il n'y eut pas de combat, ni offensive de la colonie mais une résistance soutenue. Durant plus de 6 mois, les services d'alimentation à Nos Solar se réduisirent à des inhalations de principes vitaux contenus dans l'atmosphère, au travers de la respiration, et à de l'eau mélangée à des éléments solaires, électriques et magnétiques. La colonie sut alors ce qu'était l'indignation de l'esprit bienveillant et juste. La période la plus critique passée, le gouvernement était victorieux. Le ministère de l'Éclaircissement lui-même reconnut son erreur et coopéra aux travaux de réajustement. Il y eut, sur ces entrefaites,
Des réjouissances publiques et on dit qu'au milieu de l'allégresse générale, le gouverneur pleura d'émotion, déclarant que la compréhension générale constituait la véritable récompense à son cœur. La ville reprit son mouvement normal. L'ancien département de la régénération fut converti en ministère. Dès lors, il a seulement existé un supplément de substances alimentaires rappelant la terre, dans les ministères de la régénération et de l'aide, où il y a toujours un grand nombre de nécessiteux. Cela dit, il y a seulement l'indispensable, c'est-à-dire que tout le service d'alimentation obéit à la plus grande sobriété. À présent, tous reconnaissent que la supposée impertinence du gouverneur a représenté la mesure à la portée élevée pour notre libération spirituelle. L'expression physique se réduisit et un merveilleux coefficient de spiritualité. Lysia resta silencieux et je m'abandonnai à de profondes pensées sur la grande leçon. 10. Dans le bois des eaux. Étant donné mon intérêt croissant pour les processus d'alimentation, Lysia m'invita. Allons au grand réservoir de la colonie. Tu y observeras des choses intéressantes. Tu verras que l'eau représente presque tout dans notre séjour de transition. Animé d'une vive curiosité, j'accompagnai l'infirmier sans hésiter. Arrivé à un grand angle de la place, le généreux ami ajouta. Nous allons attendre l'aérobus astérisque. Astérisque véhicule aérien qui serait sur Terre un grand téléphérique. J'eus du mal à me remettre de ma surprise quand surgit un grand véhicule suspendu au-dessus du sol à une distance d'environ 5 mètres et rempli de passagers. Alors qu'il descendait jusqu'à nous, tel un ascenseur terrestre, je l'examinai avec attention. Il ne s'agissait pas d'une machine connue sur la Terre. Elle était constituée d'un matériau très flexible, affichait une longueur impressionnante. Elle semblait reliée à des fils invisibles compte tenu du grand nombre d'antennes sur son toit. Plus tard, mes suppositions furent confirmées quand je visitai les grands ateliers du service de circulation et transport. Lysia ne me laissa pas le temps de le questionner. Installés dans l'habitacle confortable, nous partîmes, silencieux. Je ressentais la timidité naturelle de l'homme perdu au milieu d'inconnus. La vitesse était telle qu'elle ne permettait pas de fixer les détails des constructions échelonnées tout au long du vaste parcours. La distance était importante car c'est seulement au bout de 40 minutes, incluant de courts arrêts tous les 3 kilomètres, que Lysia m'invita à descendre, souriant et calme. Un panorama d'une beauté sublime m'éblouit. Le bois, en pleine floraison merveilleuse, embaumait le vent frais d'un enivrant parfum. Tout n'était qu'un prodige de couleurs et de lumières caressantes. Entre des berges couvertes d'une herbe verdoyante, toute parsemée de fleurs bleutées, s'écoulait une rivière aux dimensions imposantes. Son courant était tranquille et l'eau si cristalline qu'elle semblait être teintée de nuances célestes à cause des reflets du firmament. De larges routes coupaient la verdure du paysage. Plantés à espaces réguliers, des arbres feuillus offraient une ombre agréable, à la manière de gîtes accueillants, dans la clarté du soleil réconfortant. Des bancs finement ouvragés invitaient au repos. Notant mon émerveillement, Lysia m'expliqua. Nous sommes au bois des eaux. Ici se trouve l'une des plus belles régions de nos solars. Il s'agit d'un des endroits de prédilection pour les promenades des amoureux qui viennent ici se faire les plus belles promesses d'amour et de fidélité pour leurs expériences sur la Terre. L'observation suscita en moi d'intéressantes considérations, mais Lysia ne me donna pas le loisir de lui poser des questions sur ce point. Indiquant un bâtiment aux dimensions énormes, il dit. Ici se trouve le grand réservoir de la colonie. Tout le volume d'eau de la rivière bleue que nous avons sous les yeux se trouve capté dans d'immenses cuves de distribution. Les eaux qui servent à toutes les activités de la colonie partent d'ici. Ensuite, elles se réunissent à nouveau après les services de la régénération, et reforment la rivière qui poursuit son cours normal, en direction du grand océan de substances invisibles pour la Terre. Percevant mes interrogations intérieures, il ajouta. En effet, l'eau ici est une autre densité, bien plus ténue, pure, presque fluidique. Remarquant les magnifiques constructions qui se trouvaient en face de moi, je demandai. À quel ministère est affectée la distribution de l'eau ? Imagine qu'il s'agit là d'un des rares services matériels du ministère de l'Union divine. M'apprit Lysia. Que dis-tu ? Demandai-je, ignorant comment concilier ces deux idées ensemble. Mon guide sourit et répondit avec plaisir. Sur Terre, bien peu de personnes cherchent à réfléchir sérieusement sur l'importance de l'eau. Cela dit, les connaissances sont tout autres à nos solars.
dans les milieux religieux de la planète, on enseigne que le Seigneur créa les eaux. Or, il est logique que tout service créé ait besoin d'énergies et de bras pour être maintenu convenablement. Dans cette ville spirituelle, nous apprenons à remercier le Père et ses divins collaborateurs pour un tel présent. La connaissant plus en profondeur, nous savons que l'eau est un des plus puissants véhicules pour les fluides de toute nature. Ici, elle est surtout employée comme aliment et comme remède. Il y a des secteurs dans le ministère de l'aide qui sont consacrés exclusivement à la manipulation de l'eau pure. Avec certains principes susceptibles d'être captés dans la lumière du soleil et dans le magnétisme spirituel. Dans la plupart des régions de cette grande colonie, le système d'alimentation a ses bases ici. Mais du fait que parmi nous, seuls les ministres de l'union divine soient les détenteurs du plus important niveau de spiritualité supérieure. La magnétisation générale des eaux de la rivière bleue leur revient, afin que les habitants de nos solars puissent s'en servir avec la pureté indispensable. Ils effectuent la tâche initiale nettoyage et les instituts réalisent les travaux spécifiques avec l'ajout de substances alimentaires et curatives. Quand les divers bras des flots se réunissent à nouveau, en un point éloigné, opposé à ce bois, la rivière sort de notre zone emportant en son sein nos qualités spirituelles. J'étais extasié devant les explications. Sur la planète, dis-je, je n'avais jamais reçu de tels éclaircissements. Il y a de nombreux siècles que l'homme est inattentif. Répondit Lysia, la mer équilibre son habitat planétaire. L'élément à queue lui fournit un corps physique. La pluie lui donne le pain. La rivière organise la ville. La présence de l'eau lui offre la bénédiction du foyer et du service, cependant, il se prend toujours pour le dominateur du monde, oubliant qu'il est avant toute chose fils du Très-Haut. Malgré tout, un temps viendra où il reproduira nos travaux, louant l'importance de ce don du Seigneur. Il comprendra alors que l'eau, en tant que fluide créateur, absorbe en chaque foyer les caractéristiques mentales de ses habitants. L'eau dans le monde, mon ami, ne charrie pas seulement les résidus des corps. Elle charrie également les expressions de notre vie mentale. Elle sera nocive dans des mains perverses, utile dans des mains généreuses. Quand elle se trouve en mouvement, son courant ne répand pas seulement la bénédiction de la vie, mais également un moyen de recours divin, absorbant les amertumes, les haines et les anxiétés des hommes, lavant leur habitation matérielle et purifiant leur atmosphère intérieure. Mon interlocuteur demeura silencieux et se tint dans une attitude respectueuse pendant que mes yeux fixaient le courant tranquille, réveillant de sublimes pensées. 11. Nouvelle du plan. Mon généreux compagnon désirait me faire visiter les divers quartiers de la colonie, mais des obligations impérieuses l'appelaient ailleurs. Tu auras l'occasion de connaître les autres régions de nos services. S'exclama-t-il avec bienveillance, car, comme tu peux le voir, les ministères de nos solars sont d'énormes cellules de travail actifs. Plusieurs jours d'études ne permettraient pas d'avoir une vision détaillée d'un seul d'entre eux. Mais les occasions ne te manqueront pas. Bien qu'il ne me soit pas possible de t'accompagner, Clarencio a l'influence nécessaire pour te permettre d'entrer facilement dans n'importe quel secteur. Nous revînmes au point de passage de l'aérobus qui ne se fit pas attendre. À présent, je me sentais presque à l'aise. La présence des nombreux passagers ne me gênait plus. L'expérience précédente m'avait fait un bien énorme. Mon cerveau fourmillait de questionnements utiles. Décidé à leur trouver une réponse, je profilai de ces quelques instants pour profiter de mon compagnon pendant que cela était encore possible. Lysia, mon ami, demandai-je, pourrais-tu me dire si toutes les colonies spirituelles sont identiques à celle-ci? Les mêmes procédés, les mêmes caractéristiques. D'aucune manière. Si dans les sphères matérielles chaque région et chaque établissement révèle des traits particuliers, imagine la multiplicité des conditions en nos plans. Ici, comme sur la Terre, les êtres s'identifient par leur source d'origine commune et par la grandeur des fins qu'ils doivent atteindre, mais il est important de considérer que chaque colonie, comme chaque entité, se trouve à des degrés différents dans la grande ascension. Toutes les expériences de groupe se diversifient entre elles et, nos solars, constituent une expérience collective de cette nature. Selon nos archives. Bien souvent, ceux qui nous ont précédés puisèrent leur inspiration dans les travaux de travailleurs dévoués d'autres sphères, en compensation. D'autres groupes aimants font appel à notre concours pour d'autres colonies en formation. Toutefois, chaque organisation présente des particularités essentielles.
Observant que la pause se faisait plus longue, je demandai. L'intéressante idée de la formation des ministères est-elle partie de cela? Oui. Les missionnaires de la création de Nos Solar visitèrent les services des Alvorada Nova ***, une des colonies spirituelles des plus importantes de notre voisinage, et ils y trouvèrent la division en départements. Ils adoptèrent le procédé mais substituèrent le mot « ministère » au mot « département », à l'exception des services régénérateurs qui parvinrent à s'élever à ce statut grâce au gouverneur actuel. Ainsi procédèrent-ils, considérant que l'organisation en ministère est plus expressive comme définition de spiritualité. *NDT. Aube nouvelle. Très bien. Ajoutai-je. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'infirmier, serviable, l'institution est très rigoureuse en ce qui concerne l'ordre et la hiérarchie. Ici, aucune place d'importance n'est concédée à titre de faveur. Seules 4 entités réussirent à entrer au ministère de l'Union divine, avec une responsabilité définie, au cours des 10 dernières années. En général, nous tous, après un long stage de travail et d'apprentissage, nous retournons nous incarner pour procéder à des activités de perfectionnement. Comme j'écoutais ces informations avec curiosité, Lysia continua. Quand les nouveaux venus des zones inférieures du seuil se montrent aptes à recevoir la coopération fraternelle, ils restent au ministère de l'aide. Mais quand ils se montrent réfractaires, ils sont dirigés vers le ministère de la régénération. Si au fil du temps ils démontrent avoir tiré profit de leurs expériences, ils seront admis dans les travaux de l'aide, de la communication et de l'éclaircissement, afin de se préparer efficacement aux futures tâches planétaires. Seulement quelques-uns parviennent à obtenir une activité prolongée dans le ministère de l'élévation, et rares sont ceux qui, tous les 10 ans, atteignent l'intimité des travaux de l'union divine. Ne crois pas que ces témoignages ne sont que de vagues représentations d'une activité idéaliste. Nous ne sommes déjà plus dans la sphère du globe où le désincarné est relégué au stade de fantôme. Nous vivons dans un cercle tiel. Les missions de l'aide sont laborieuses, compliquées. Les devoirs du ministère de la régénération constituent un témoignage terriblement lourd. Les travaux de la communication exigent une haute notion de responsabilité individuelle. Les champs de l'éclaircissement requièrent une grande capacité de travail et de profondes valeurs intellectuelles. Le ministère de l'élévation demande renoncement et illumination, les activités de l'union divine requièrent la connaissance juste et l'application sincère de l'amour universel. Quant au gouvernement, il est le siège mouvementé de tous les sujets administratifs. De nombreux services de contrôle, comme par exemple celui de l'alimentation, de la distribution des énergies électriques, de la circulation, du transport et d'autres domaines encore. En réalité, ici, la loi du repos est rigoureusement respectée afin que certains travailleurs ne soient pas surchargés par rapport à d'autres. Mais la loi du travail est également rigoureusement appliquée. En ce qui concerne le repos, l'unique exception reste le gouverneur lui-même qui ne profite jamais de ses droits. Mais, il ne s'absente jamais du palais. Demandai-je. Seulement dans les cas où le bien public l'exige. En dehors de cet impératif, le gouverneur se rend toutes les semaines au ministère de la régénération qui représente la zone de Nos Solar, où il y a les plus nombreuses perturbations en raison de la syntonie d'un grand nombre. Peu de ceux qui y sont hébergés avec les frères du seuil. Des multitudes d'esprits égarés s'y trouvent accueillis. Ils profitent donc des dimanches après-midi. Après avoir prié avec la ville dans le grand temple du gouvernement, pour coopérer avec les ministres de la régénération, s'occupant de leurs difficiles problèmes de travail. Avec cette charge, il doit parfois se priver de joie sacrée, soutenant les désemparés et les souffrants. L'aérobus nous laissa dans le voisinage de l'hôpital où m'attendait ma chambre accueillante. Comme je pus m'en rendre compte à la sortie du véhicule sur la voie publique, de belles mélodies flottant dans l'air se faisaient entendre. Percevant mon expression intriguée, Lysia m'expliqua fraternellement. Ces musiques proviennent des ateliers où travaillent les habitants de Nos Solar. Après observation, le gouverneur reconnut que la musique intensifiait le rendement dans le travail, dans tous les secteurs de l'effort constructif. Dès lors, plus personne, à Nos Solar, ne travaille sans cette joyeuse stimulation. Pendant ce temps, nous arrivâmes à l'entrée principale. Un infirmier s'avança courtoisement et dit « Frère Lysia, vous êtes invité à vous rendre au pavillon de droite pour un travail urgent. » Mon compagnon s'éloigna calmement pendant que JR me retirait dans ma chambre, plein de questions intérieures.
12. Le seuil. Après avoir reçu de si précieux éclaircissements, mon désir de faire croître mes connaissances, concernant certains problèmes dont m'avait parlé Lysia, s'aiguisait. Les références aux esprits du seuil venaient piquer ma curiosité. L'absence de préparation religieuse, dans le monde, donne lieu à de douloureuses perturbations. Qu'est-ce que pouvait être le seuil ? Je connaissais seulement les concepts d'enfer et de purgatoire grâce aux sermons catholico-romains auxquels j'avais assisté, obéissant à des principes protocolaires. Mais de ce seuil, je n'avais pourtant jamais rien entendu dire. À la première rencontre avec mon généreux visiteur, mes questions ne se firent pas attendre. Lysia m'écouta, attentif, et m'expliqua. Alors ça ? Tu as parcouru cette région pendant si longtemps et tu ne la connais même pas ? Je me souvins des souffrances passées, ressentant les frissons d'horreur. Le seuil, poursuivit-il, serviable, commence à la surface terrestre. C'est une zone obscure où se retrouvent tous ceux qui ne se sont pas décidés à traverser les portes des devoirs sacrés afin de les accomplir. Demeurant dans la vallée de l'indécision ou dans le marécage des nombreuses erreurs. Quand l'esprit se réincarne, il promet d'accomplir le programme des services du Père, cependant. Au moment de reproduire ses expériences sur la planète, cela devient bien difficile car il ne recherche que ce qui peut satisfaire son égoïsme. C'est ainsi que la même haine pour les adversaires et la même passion pour les amis sont entretenues. Mais la haine n'est pas la justice, pas plus que la passion n'est l'amour. Tout ce qui est excessif, sans profit, n'est que dépense du dos de la vie. Ainsi, toutes les multitudes de déséquilibrés demeurent dans des régions brumeuses qui découlent des fluides de la chair. Le devoir accompli est une porte par laquelle nous passons dans l'infini en chemin vers le continent sacré de l'union avec le Seigneur. Il est cependant naturel que l'homme qui se soustrait à l'obligation juste ait cette bénédiction indéfiniment retardée. Notant la difficulté que je rencontrais pour comprendre tout le contenu de l'enseignement étant donné mon ignorance presque totale des principes spirituels, Lysia chercha à rendre la leçon plus limpide. Imagine que chacun d'entre nous, renaissant sur la terre, soit porteur d'un fait négatif qu'il doit nettoyer au lavoir de la vie humaine. Ce vêtement immonde est le corps causal, tissé par nos mains, dans les expériences antérieures. Mais partageant à nouveau les bénédictions de l'opportunité terrestre. Nous oublions notre objectif essentiel et, au lieu de nous purifier par l'effort du lavage, nous nous salissons un peu plus, contractant de nouveaux liens centilitres nous enfermant nous-mêmes dans un véritable esclavage. Alors, si durant notre retour sur le monde nous cherchions un moyen de fuir la saleté qui se trouve en désaccord avec le milieu élevé, comment revenir à cette même ambiance lumineuse en de pires conditions ? Mais le seuil fonctionne comme une région destinée à l'épuisement des résidus mento, une espèce de zone purgatoire où est brûlé. Petit à petit, le matériel détérioré des illusions que l'être a acquis en grande quantité, méprisant la sublime occasion d'une existence terrestre. L'image ne pouvait être plus claire, plus convaincante. Je n'avais aucun moyen de dissimuler mon admiration. Comprenant l'effet bénéfique de ces éclaircissements, Lysia poursuivit. Le seuil est une région de grand intérêt pour qui a été sur la terre. Il s'y concentre tout ce qui n'a pas de finalité pour la vie supérieure. Et observe que la providence divine agit avec sagesse en permettant que se crée une telle zone autour de la planète. Il y a des légions compactes d'âmes irrésolues et ignorantes qui ne sont pas suffisamment perverses pour être envoyées dans des colonies où la réparation y est plus douloureuse. Ni assez nobles pour être conduites en des plans élevés. Les habitants du seuil représentent d'immenses failles, voisins immédiats des hommes incarnés dont ils sont seulement séparés par les lois vibratoires. Il ne faut pas s'étonner en sachant que de tels endroits se caractérisent par de profondes perturbations. Là-bas vivent et se regroupent les révoltés de toutes sortes. Ils forment aussi des centres invisibles au pouvoir remarquable par la concentration des tendances et des désirs les plus répandus. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes de la Terre ne se souvenant pas de leur désespoir en attendant le facteur qui ne venait pas ou quand le train n'apparaissait pas ? Eh bien le seuil est rempli de désespérés. Pour ne pas trouver le Seigneur à la disposition de leurs caprices. Après la mort du corps physique. Et sentant que la couronne de la vie éternelle est la gloire propre à ceux qui travaillent avec le Père, ces êtres s'épanouissent et demeurent en de mesquines créations. Nos solars a une société spirituelle, mais ses centres sont peuplés de malheureux, de malfaiteurs et de vagabonds de diverses catégories. C'est une zone de bourreaux et de victimes, d'exploiteurs et d'exploités.
profitant d'une pause qui se fit spontanément, je m'exclamai, impressionné. Comment cela se fait-il? N'y a-t-il pas par là-bas de défense, d'organisation? Mon interlocuteur sourit et précisa. L'organisation est un attribut des esprits organisés. Que veux-tu? La zone inférieure à laquelle nous nous référons est comme la maison où il n'y a pas de pain. Tout le monde crie et personne n'a raison. Le voyageur distrait manque son train, l'agriculteur qui n'a pas semé ne peut cueillir. Il y a toutefois une chose sûre que je peux te dire. Malgré les ombres et les angoisses du seuil, la protection divine n'a jamais fait défaut. Chaque esprit y reste le temps qui lui est nécessaire. Pour cela, mon ami, le Seigneur a permis la création de nombreuses colonies telles que celle-ci, consacrées au travail et au secours spirituel. Alors je crois, observai-je, que cette sphère se mélange avec celle des hommes. Oui, confirma mon délicat ami, et c'est dans cette zone que s'étendent les fils invisibles qui lient les esprits humains entre eux. Ce plan est rempli de désincarnés et de formes pensées produites par les incarnés car, en réalité, tout esprit, où qu'il se trouve, est un centre irradiant de force qui transforme ou qui détruise, extériorisé sous forme de vibrations que la science terrestre ne peut pour le moment pas comprendre. Qui pense agit ailleurs. Et c'est par la pensée que les hommes rencontrent dans le seuil les compagnons avec lesquels leur tendance se rapproche. Toute âme est un puissant aimant. Il y a une importante humanité invisible qui suit l'humanité visible. Les missions les plus laborieuses du ministère de l'aide sont remplies par les plus dévoués des serviteurs, dans le seuil. Et si la tâche des pompiers de vos grandes villes est rendue difficile par les flammes et les nuages de fumée, les missionnaires du seuil rencontrent des fluides extrêmement lourds émis sans cesse, par des milliers d'esprits déséquilibrés par la pratique, du mal, ou terriblement marqués par les souffrances rectificatrices. Il est important d'avoir beaucoup de courage et de renoncement pour aider celui qui ne comprend rien à l'aide qui lui est offerte. Lysia s'interrompit. Grandement surpris, je m'exclamai. Ah! Comme je souhaite travailler auprès de ces légions de malheureux, leur apportant le pain spirituel de l'éclaircissement. L'infirmier ami me regarda avec bonté et, après avoir médité en silence pendant un long moment, il précisa, avant de prendre congé. Penses-tu avoir la préparation indispensable pour un tel travail?